me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Bonjour et bienvenue, nouvel épisode sur eSported. Nouvelle discussion avec Lucas et Diane. Bonjour à vous deux, déjà. Salut. Bonjour, Inès. Qu'est-ce qu'il a dit? Inès, il a dit. Putain, Ah, l'enfant. l'enfant de 4 ans, genre. Mais écoutez, en plus, c'est parfait. C'est l'enfant qui commence aujourd'hui, qui sort son premier sujet, qu'il a bien travaillé en plus, c'est parfait. Je le vanne en plus. Je le vanne alors qu'il a travaillé à côté. Mais voilà, vas-y, on t'écoute, Lucas. Non, je pense que l'une des grosses news de la semaine, c'est la fin du roster T1. Et la question que ça pose derrière, c'est la continuité dans les rosters en e-sport, qui, bon, T1 est une exception. Je sais pas si vous avez vu passer le tweet de Boss Riot sur le nombre de games disputés par le même roster et tout. T1 est genre à plus de 450, 470, je crois. Et le deuxième roster qui a joué le plus, de mémoire, c'était G2. Il y avait genre 200 de moins. Enfin bon, bref, du coup, clairement, c'est une exception, T1. Moi, je voulais parler un peu avec vous de la continuité, de ce que vous pensez que c'est quelque chose qui devrait être amené à pérenniser compte tenu des résultats de T1, même si c'est exceptionnel, ou si c'est quelque chose, c'est un peu un mythe, un truc qui resterait une exception. Voilà, je pense que d'abord te demander à toi, Diane, puisque tu as déjà bossé dans un coaching staff, tu vois peut-être un peu comment on construit un roster, donc je suis curieux d'avoir ton avis sur la question. Bah, je pense que c'est facile de construire de la stabilité dans un roster quand on gagne. Parce qu'en fait, il y a un biais, je pense, qui est assez courant dans les équipes, c'est que si tu n'atteins pas les résultats que tu veux atteindre, bah, tu te dis pendant le season, on veut faire quelque chose. On veut trouver des changements qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs l'année suivante. Et au final, T1, alors certes, il n'y a pas eu de continuité. Enfin, il y a eu une continuité en roster entre 2022 et 2023, sachant que 2022, ils gagnent le Spring, mais derrière, ils font deuxième sur toutes les autres compétitions. Mais il y a quand même eu un changement qui a été le changement du coaching staff, où ils ont ramené Tom, et je crois que Bengi était là depuis les Worlds, mais ils avaient ramené Tom. Et même vers la fin de 2023, ils ramènent Roach. Donc la continuité des joueurs, elle est là, la continuité du staff, non. Donc il y a quand même eu un changement. Et je pense que si aujourd'hui elle est si rare dans les rosters LoL, la continuité, c'est que, bah, mine de rien, les années c'est très long et ça épuise beaucoup. Et mine de rien, souvent les joueurs veulent pas continuer ensemble. C'est-à-dire que quand t'es joueur et que, bah, encore une fois, t'as une année où t'as pas gagné la compétition que tu voulais gagner, donc ce qui s'applique à n'importe quelle région, bah, en fait, tu vas vouloir chercher des options pour pouvoir atteindre toi tes objectifs individuels de joueur. Et souvent, ça va inclure le fait de changer d'équipe parce que tu vas vouloir regarder tes options et donc ton équipe va te dire bon, bah, si tu regardes des options, nous aussi on doit regarder des options dans notre rôle. Et donc au final, ça fait que les rosters restent très peu entre eux. Et T1 est historiquement une exception dans la stabilité parce que même si dans les premières années de T1, les rosters changeaient, ils changeaient peu. C'est qu'entre 2015, 2016, 2017, il y a quand même 3 joueurs qui bougent pas, ce qui est vraiment beaucoup. On a d'autres exemples de rosters comme ça. On avait Samsung entre 2016 et 2017. Mais ça reste très rare parce que il faut vraiment que tu aies une confiance absolue en ton processus de progression, ou alors que tu n'aies pas de meilleure option, parce que des fois c'est ce qui peut arriver aussi, que tu te rends compte qu'il n'y a aucune meilleure option et que les joueurs soient d'accord avec le fait que eux non plus n'auront pas de meilleures options pour que les rosters se conservent. Moi, je pense que la stabilité des rosters, c'est un peu un mirage parce que, en fait, le jeu change tellement que finalement, la stabilité des rosters, elle apporte pas forcément qu'elle peut apporter. Pour moi, ce qui est important, c'est la stabilité des corps. C'est-à-dire que quand tu as 2-3 joueurs qui bougent pas dans un roster et qu'après, tu peux un peu insérer différents profils qui vont apporter de nouvelles choses, qui vont te permettre de remettre en question ton jeu, de combler des failles, etc. Là, ça fonctionne mieux et je pense que c'est notamment ce qu'a fait T1. C'est-à-dire que l'exemple de T1 entre 2015, 2016 et 2017, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont gardé un corps de 3 joueurs et ils ont rajouté d'autres profils ici et là pour essayer de combler un peu leur manque. Alors, ça a plus ou moins fonctionné, mais Peanut en jungle, c'était notamment dans l'idée d'apporter quelqu'un d'un profil beaucoup plus créatif et beaucoup plus offensif sur l'early game que ce qu'étaient Bengi et Blank. Bon, là, c'est un exemple qui est assez ancien, mais c'est le premier que j'ai en tête. Mais c'est ce qu'avait fait Fnatic aussi. 2018, dans les années 2018-2019, on n'avait pas tant de changements que ça dans l'équipe. Et il y avait toujours un peu la même volonté de construire avec Reckless, avec Ilisang, qui avait bien fonctionné. Donc je pense que la stabilité des rosters, c'est important, mais du 5 en tant que tel, c'est plus
Voilà, c'est plus limité l'utilité d'un 5 qui bouge pas. La question que ça sous-entend, je trouve, c'est, est-ce que du coup, on doit croire les équipes quand elles te parlent on va dire de projets long terme, quand, elles te sortent des rookies, que personne connaît pour le dire comme ça? Ou, ou est-ce que c'est c'est que comme tu dis, c'est un mirage? Est-ce qu'un projet long terme est viable, en fait? Ou est-ce que le projet long terme, c'est ce que tu dis, c'est en fait quand si tu piques 5 joueurs, en fait, la désignation long terme s'applique qu'à une partie d'entre eux Mmh. et pour le reste, ce sera un petit peu, en fonction des aléas de la off-season, quoi. Bah, c'est ce que Ouais. fait Mad. Vas-y, Coco. Non, vas-y, Coco. Mais en fait, j'allais dire, reprendre ce que disait Yann à la fin finalement, c'est que, heu, c'est pas, je pense que l'exemple plus facile qui vient, c'est évidemment, en sport, football, handball, enfin les sports collectifs. Ouais. Mais c'est des sports où on parle de, 10, 15, 20, 30 personnes qui sont là pour une seule et même équipe et et quand tu veux continuer à gagner ou quand tu veux changer, tu changes pas ton équipe entièrement. Tu changes, un attaquant parce que tu as un problème devant, tu changes un milieu parce que tu as un problème quelque part, voilà et ça reprend ce qu'a dit Yen, du coup, à la fin de sa phrase avant, c'est que, heu, je pense qu'il y a pas, enfin pas d'intérêt. Il y a, plus l'intérêt pour les clubs à essayer de construire un corps de joueurs et de le tenir et de l'entretenir avec de nouvelles personnes autour pendant 2, 3, 4 ans, plutôt que de se dire que, on part à 5 et on finit à 5 quoi. Je pense qu'il y a beaucoup plus ce truc-là, surtout que voilà, comme j'ai dit, en e-sport, c'est Ouais. vraiment 5 joueurs et là où dans une équipe à 11 sur un terrain de foot, s'il y a 2 personnes qui s'entendent pas, c'est pas grave. À 5, quand tu, passes, littéralement ta journée parce qu'ils passent j'ai l'impression quand même beaucoup plus de temps que les sportifs, ensemble, bah, je pense que, tu beaucoup plus c'est beaucoup plus difficile de faire tenir, un groupe quoi, voilà. Ouais, carrément. Moi, le modèle de long terme auquel je pense plus là maintenant, c'est un peu ce sur quoi je voulais rebondir, c'était sur Mad Lions, où Ouais. ils prennent un roster de 5 joueurs, ils te parlent de long terme, mais de fait, c'est un roster qui est construit sur le long terme, et Yes. après, ils changent le mythe. Et en fait, pour moi, ça va pas à l'encontre de l'idée long terme, c'est juste que quand tu prends Frescoe pour Mad, c'est ta meilleure option, parce que c'est un joueur qui s'imbriquait déjà dans le collectif que tu voulais construire. C'est quelqu'un qui va globalement pas te poser problème sur une année. Maintenant, tu veux voir comment il se développe et tu te dis l'année d'après, on va look pour un profil plus intéressant. Et je pense que c'est quelque chose que Heretics peuvent aussi faire. C'est qu'Heretics, ils ont beaucoup de jeunes joueurs dans leur roster. Bon, bah, tu vois lesquels fonctionnent, lesquels fonctionnent pas. Et après, tu t'observes tes options. Peut-être que Camilo, ça va pas passer, que tu vas chercher un mid qui sera plus meilleur, tout simplement, plus stable. Peut-être que ça va être Sten qui a pas fonctionné, tu vas chercher un support, etc. Je pense que c'est plutôt comme ça que un roster peut se construire dans la stabilité. C'est que tu commences avec 5 pièces dans lesquelles tu as confiance sur un an, dans l'objectif d'en garder, pardon pour le bruit, d'en garder 3 ou 4 de l'année suivante. Tu remplaces celles qui fonctionnent pas ou celles que tu penses que tu peux améliorer. Et ensuite, et à partir de là, tu peux vraiment construire un 5 qui fonctionne. Parce que l'idée que shuffle tous les ans, ça c'est de la merde. On est Mmh. bien d'accord. Mais pour moi, l'idée de vouloir garder forcément 5, 5, 5 chaque année, bah c'est dur parce que bah, c'est pas du tout garanti de résultat derrière. J'ai l'impression que, pour élargir un peu la question, c'est un peu propre aussi à chaque e-sport parce que j'ai le sentiment qu'il y a un peu plus de continuité sur CS déjà, mais qu'à l'inverse, sur Rocket League, gagner ne te garantit pas du tout de continuité dans ton roster parce Rocket que League, les c'est que enjeux des sont pas les enfants. mêmes. Rocket League, De c'est quoi? des enfants aussi. C'est des Oui, enfants mais sur Rocket League et ils se tapent dessus au bout de 3 heures. Enfin, là, c'est ça, c'est comme Fortnite, hein. Les duos sur oui, mais Fortnite, ils restaient très peu de temps parce que les joueurs, ils ont 17 piges et il y a et aussi le une drama question arrive trop vite. il y a aussi une question de les peut-être sur Rocket League, les rosters enfin les adversaires s'habituent beaucoup plus vite à ton style de jeu et du coup, il y a peut-être plus de besoin de changer, tu vois? Hmm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Mais comme la Ouais, méta est pas tant amenée à évoluer que ça, enfin moins que sur LoL par exemple, vu que tout dépend de ton style de jeu et si les équipes commencent à lire trop bien ton jeu, il y a des besoins de changement qui s'imposent. Enfin, moi j'imagine qu'il y a de ça. Mais oui, du coup, la question, on l'a posée pour LoL, mais en fait, je la trouve je trouve que les réponses sont très différentes en fonction des jeux, en fait.
sais pas si tu veux Bah, rebondir après, rapidement ouais, sur ces. moi, si, bah, sur CS, pour le coup, la stabilité des 5, c'est quelque chose qui est plus trop le cas maintenant, en fait, quand on regarde. Je pense que quelque chose qui était notamment garanti par pour le fait que les rosters étaient très nationaux, et donc Oui. ça réduisait considérablement le nombre d'options que tu avais à ta disposition, et également, bah, ça te donnait moins envie de changer, parce que bah, ça voulait dire que globalement, tu pouvais perdre ton. Bah, tu pouvais perdre tes 5 joueurs de ta nationalité, parce que faute de meilleures options à la place. C'est-à-dire que pour la France, globalement, pendant un moment, si tu changeais un joueur, t'allais chercher qui, quoi, en 2018-2019 fallait que t'ailles chercher chez LDLC, fallait que t'ailles chercher chez. Bah, globalement, fallait que t'ailles chercher chez LDLC, quoi. Le mec qui Et faisait c'était. dans tous les cas. De quoi, Coco? C'était tout le temps les mêmes joueurs dans tous les cas. Ouais, c'était un peu tout le temps les mêmes joueurs. Donc finalement, ça servait un peu à rien de. Enfin, on a parlé en France du French Shuffle, c'était toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'était les Oui. mêmes joueurs qui se recyclaient. Et donc au final, ça t'est garanti de stabilité parce que bah, y avait pas beaucoup de joueurs de disponibles. Donc on rentrait dans ce que je disais au début, où je disais les rosters ils restent si les joueurs pensent qu'ils n'auront pas de meilleures options et si l'équipe pense qu'elle n'aura pas de meilleures options. Et là, c'était le cas sur CS. Maintenant que sur CS, on a des rosters qui sont beaucoup plus internationaux, exception Danemark et Ukraine-Russie. Ben, le nombre d'options est beaucoup plus gros. Donc tout de suite, quand il y a un joueur qui performe pas, bah tu vas te dire, ah mais lui il performe bien, il est dans une équipe qui coûte pas trop cher, qui va le vendre pour pas trop cher. Donc venez, on change. Et les changements sont tout de suite beaucoup plus vite. Parce que là, mine de rien, en ce moment, les rosters qui restent à 5, alors ça arrive plus souvent qu'ils restent longtemps, mais on est sur des rosters nationaux. C'est-à-dire que Team Spirit qui reste à 5 par exemple, depuis un certain temps, depuis l'arrivée de Shiro, c'est parce que c'est un roster russe, parce que, enfin, russe et autres. Je crois qu'il y a, je me demande s'il n'y a pas des Ukrainiens dedans aussi, je me rappelle plus. Donc, on est sur des rosters qui sont unis également par la nationalité. On peut aussi dire la même chose par rapport à Astralis, même si Astralis, ils ont un peu beaucoup bougé parce qu'il y a tellement de joueurs au Danemark que finalement, ils peuvent quand même toujours trouver des changements. Mais sur CS, c'est moins en moins vrai, justement, que les rosters En vrai, il y a aussi un stables. truc sur enfin, je pense qu'il y a des raisons qui sont différentes pour ce que je vais dire sur les jeux. Mais il y a un truc où sur League of Legends, notamment LEC, tu joues pas assez de matchs, peut-être. Et du coup, tu te dis que, ben, en fait, si je veux accéder à telle ou telle compétition, vaut mieux que je change rapidement avant de passer une année blanche. Ouais. Et l'inverse sur CS, où tu joues beaucoup de tournois et peut-être que t'as pas le temps de tester de nouvelles personnes, si ce n'est quand t'as un mercato open après chaque major globalement, quoi. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi, c'est un peu la même raison, mais différemment, quoi. C'est soit le manque de temps, soit le fait que tu presque trop presque trop de temps, quoi. Et du coup, tu réfléchis, comment dire? Tu réfléchis, je vais dire différemment, je sais pas si c'est le mot exact, mais tu dois, réfléchir quand est-ce que tu fais tes changements et pourquoi tu les fais. Et sur League of Legends, beh, en fait, je pense que tu pas envie de passer une année où tu fais, bon, je crois que ça va changer un peu là, du coup, mais tu pas envie de passer une année où tu fais, 0,9, 0,9, 0,9, quoi, en gros. Ouais, clairement. Surtout que c'est plus difficile de faire des changements en cours sur LoL que sur CS. Parce que Ouais. LoL, l'échéance, c'est vraiment les Worlds, quoi. Il y a une échéance principale et tu prépares ton année autour de ça. CS, bah, les majors, maintenant, il va y en avoir 2 par an, mais au-delà de ça, il y a IEM Katowice et Cologne, il y a les finales Blast et des Et différents événements Blast dans l'année. C'est facile, en fait, de se mettre une deadline sur CS mais il y a à une un date autre de moment. mercato sur CS? De Il quoi? y a Enfin, pas de date. ouais, Il y a c'est juste ça aussi, ça change il y a tout. juste Parce que les périodes de repos des joueurs souvent où ça correspond avec ça et ça correspond C'est après les l'été. majors, en gros. Ouais. Ouais, c'est mais l'été. c'est encadré Mais des plus fois, par. pendant l'été, il n'y a pas beaucoup de changements. Souvent, c'est l'après-major où il y a le plus de mercato. Il faut attendre après ce major-là où il y aura beaucoup de changements normalement qui sont Voilà, c'est attendus, ça. notamment chez Oui, Vito. alors que tu vois, Riot impose aux équipes, en tout cas des fenêtres pour les officialisations. Évidemment, Mmh. les négos, on sait que c'est beaucoup plus opaque, mais il y a des fenêtres sur lesquelles tu peux négocier et recruter, ce qui est du coup, a priori, pas le cas sur CS, et c'est pour ça qu'il y a plus de possibilités, comme tu disais, Coco, quoi. Enfin, c'est aussi lié au calendrier des compètes, bien sûr, mais. Mais ça, le problème, c'est que c'est un truc qui était ressorti dans une interview de je sais plus qui disait que, ben, en fait, je pense que c'est juste KRL qui en parlait dans la source avec d'autres personnes, en disant que bah, le problème, c'est que les équipes, elles ont pas le temps de s'entraîner finalement, sur CS déjà. Donc, si t'as pas le temps de t'entraîner toi avec ton équipe pour se perfectionner, quand est-ce que tu as le temps de tester un joueur pour savoir s'il fit Ouais. et pour régler tes rôles en fait? T'as pas le temps de faire ça globalement, à part quand t'as des temps de pause ou ben, j'ai l'impression que c'est un peu ça sur CS, c'est tu prends quelqu'un, tu dégages la personne et puis tu commences un nouveau tournoi avec ton nouveau joueur et puis tu apprends sur le tard quoi. Voilà.
Ouais, c'est souvent ça pour le coup. Et une dernière différence qui est assez importante sur CS, c'est que je pense au moins jusqu'au Covid, il y avait moins cette culture de la structure et du staff dans CS. C'est-à-dire que ce qui était important quand on prend le roster historique de Virtus Pro sur CS, finalement c'était Virtus Pro qui était derrière, mais c'est-à-dire que le roster c'était les 5 joueurs qui décidaient. Donc Mhm. il n'y avait pas de staff qui pouvait dire bon bah là on change un tel gars parce qu'on pense que c'est mieux. Parce qu'en fait c'était les rosters qui avaient la main mise sur ce qu'ils faisaient et les managers et coachs ils avaient très peu d'impact et la structure en avait encore moins. C'est-à-dire que la structure elle payait le Ouais, c'est roster, pitié, quoi. mais globalement voilà, elle était pas là pour dire bon bah venez on change ce gars-là. Tu sais, ils ont jamais eu leur mot à dire sur le roster. Enfin, en tout cas, ils ont peut-être eu leur mot à dire, mais c'est jamais eux qui ont poussé pour que ça Mhm. change particulièrement. C'est les joueurs eux-mêmes. Et donc, vu que c'est les joueurs eux-mêmes, bah, ça va réduire naturellement le nombre de changements. Là où sur LoL, c'est les staffs. C'est-à-dire que certes, il y a des joueurs qui disent moi, je veux plus jouer avec ce type ou j'aimerais bien jouer avec ce gars-là, mais c'est beaucoup les staffs qui poussent vers les changements. Alors que sur CES, bah, jusqu'à récemment, c'était les rosters fonctionnaient par les joueurs. Je sais pas si tu peux. Je sais pas. Je sais pas si la conclusion elle est forcément dans le sens là, tu vois. Je sais pas si parce que les joueurs ont plus la main mise, il y a moins de changements. Genre en fait Rocket League prouve plutôt le contraire, mais c'est ce que tu disais, c'est que c'est aussi une scène qui est plus jeune et tout. Mais moi je me demande si justement c'est vraiment dans le sens là que ça. Les conséquences vont dans le sens là, tu vois. Je me demande si c'est pas plutôt l'inverse, parce que tu disais aussi que les joueurs peuvent en avoir marre et tout de pas gagner. Et que du coup, bah, s'ils gagnent pas, ils veulent eux-mêmes changer, tu vois. S'ils ont plus là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais je pense que du coup, vu que ça c'est une scène plus vieille, les joueurs sont moins, comment dire, il y a moins ce truc-là de l'idée qu'on va tout changer sur un roster, on a juste à faire un changement de plus et ça va passer. Hmm. Je pense que il y a eu moins ce truc-là. Après, voilà, c'est une scène qui a eu des rosters stables, c'est surtout des rosters qui gagnent pour le coup. C'est-à-dire que les rosters qui perdaient, ils étaient pas très stables globalement sur CS, même en 2016-2018. L'exception principale, c'est Virtus Pro. Mais à part ça, les rosters étaient souvent, enfin, bougeaient. Il y avait souvent un joueur ou deux qui bougeaient assez régulièrement. Puis, enfin, ça reprend le truc que j'ai dit au début, mais Rocket League, ça reste 3 joueurs finalement. En plus du fait qu'ils soient jeunes, la solution, je pense qu'elle est complexe à trouver quand t'es jeune, que t'es peut-être pas bien entouré et qu'en plus vous êtes seulement 3 joueurs. T'as pas la solution d'amener, même sur CS, d'amener une personne qui change de rôle, quoi. Là, changer une personne dans un trio, je pense que ça fait. C'est encore c'est vraiment beaucoup plus violent que changer une personne dans un groupe de 5, je pense, là-dessus. Ouais, je suis assez d'accord. Bah écoutez, voilà, je sais pas si vous avez quelque chose de plus à rajouter là-dessus. Non, c'est bon. De mon côté. Allez. On va passer à mon sujet. Alors, c'est un peu compliqué comme je l'ai dit en off avant que ça commence, mais du coup, n'hésitez pas à me couper pendant que je le raconte. J'ai vu ça hier, juste avant enfin hier, du coup, avant qu'on tourne, sur un article du coup de Michael Klimentov, je pense que vous voyez qui c'est sur Twitter, qui est journaliste pour le Washington Post et qui a notamment travaillé à l'époque sur le cas TSM pour un long article qui était sorti sur je sais quoi, le management de la peur, un truc comme ça, un peu, chez TSM, je crois que c'était ça un peu l'idée. Et bref, je vous invite à la lire. Les sources sont en description comme d'habitude, mais je vous invite à lire ce qu'il fait, c'est vraiment très cool. Et il a repris ce sujet justement, qui part d'un mail qu'il a reçu et dont tout est public depuis d'ailleurs, mais voilà, qui s'appelle The Open Esport Initiative, qui est une sorte de white paper. Je sais même pas si ça serait du papier blanc en français, j'ai pas là le truc, je sais pas si vous l'avez. Mais en gros, de lettres d'intention, quoi, on peut dire ça comme ça un peu. De personnes qui sont toujours inconnues, qui ont écrit ça, et qui ont envoyé ça à pas mal de personnes du milieu manifestement, notamment anglophones, pour, on va dire, expliquer ce qu'il faut faire pour sauver l'e-sport, on va dire ça un peu comme ça. Je vais faire une explication rapide en prenant notamment ce que dit Michael sur son papier. Et ça part du coup de la lettre d'intérêt qui explique en plusieurs points globalement ce qu'il n'y a pas dans les sports et ce que eux veulent faire et envisagent de faire et même manifestement seraient en train de faire
pour sauver ça. Les points importants, c'est que, dans ce manifeste de l'e-sport entre grandes guillemets, le groupe qui est derrière ça, parce qu'ils sont manifestement plusieurs, même si comme j'ai dit, on ne sait pas qui travaille dessus, explique longuement que, l'e-sport grossit beaucoup, mais qu'il y a un obstacle principal, qui sont les éditeurs. On en a parlé, plusieurs fois déjà, que, il y a beaucoup d'interrogations sur la viabilité de l'e-sport, que, et plein de petits points comme ça après derrière. Et ils expriment surtout qu'ils veulent lancer, ça, la Open eSport Initiative sur, des systèmes un peu qui existent, sur internet d'open source ou choses comme ça, en gros. C'est de dire, il faut que ça soit la communauté qui fasse globalement, c'est ça les points, c'est que la communauté doit faire les jeux, et doit, faire son travail, de faire le travail elle-même pour créer l'e-sport. Que ce soit quelque chose de communautaire, que les jeux soient communautaires, que la scène soit tenue par des personnes, communautaires, hein, par la communauté, et qu'il n'y ait plus justement, j'allais dire l'ingérence, c'est pas le mot, mais la gestion des éditeurs qui, eux voient ça, de manière, qui voient l'e-sport comme du marketing, qui gèrent ça, mal d'après eux. Et du coup voilà, il y a tout ces discussions dans un long document. Globalement, ils apportent pas de solution, directement, si ce n'est qu'ils expliquent du coup travailler sur, un moyen d'aider la communauté à créer des jeux par eux-mêmes, voilà. C'est, en gros, tout le sujet. Je sais pas si vous voulez, discuter rapidement et au pire je reprendrai suivant ce qu'il dit dans le papier. J'avoue que ça me laisse un peu sans voix parce que je trouve je trouve le propos, même en tant que tel, un peu étrange. Bon, sur les diagnostics, que l'e-sport a des problèmes de viabilité, que les éditeurs font un peu n'importe quoi avec leurs jeux, ça, bon, globalement, je pense que personne viendra dire le contraire. Mmh. Le problème étant que cette idée de il faut un e-sport communautaire, que la communauté fasse leurs jeux, et fasse les jeux et fasse les tournois, en fait, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Enfin, c'est-à-dire qu'il faut que la communauté redéveloppe les jeux qui sont actuellement les plus regardés en e-sport. Ou alors il faut que la communauté ignore toute notion de propriété intellectuelle et organise ses tournois malgré les interdictions, tout en sachant bien que ce sera pas possible. En fait, Et sur la création des jeux, en tout cas, ils expliquent eux, qu'ils fourniraient des outils pour, créer ces jeux, e-sport ready quoi, en gros. ouais, mais le truc c'est que les jeux qui fonctionnent en e-sport, c'est les jeux auxquels les gens jouent, en fait. Oui. Et je pense que malgré tout, l'e-sport aujourd'hui est un marketing et que je vois pas forcément une manière de monétiser l'e-sport autrement, enfin de rentabiliser l'e-sport autrement que en assumant que c'est un outil marketing, une pub pour les jeux euh, qui sont dessus. Parce que si on est sur un modèle qui s'interdit les droits télé notamment, et ce qui est un modèle qui a quand même beaucoup d'avantages, surtout quand on voit aujourd'hui les dérives par rapport au football, ça veut dire derrière qu'il faut accepter que c'est du marketing et que c'est du marketing pour des marques sur les équipes et pour les éditeurs sur leurs jeux vidéo. Moi, je pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose que l'e-sport soit un marketing. Et je pense que d'ailleurs, je vois pas en quoi quelque chose de communautaire ne deviendrait pas marketing. Parce que au bout d'un moment, s'ils parlent de problèmes de viabilité, c'est qu'ils ont bien envie d'en faire quelque chose, d'en faire du flows de l'e-sport. Et donc, le moment, si tu veux en faire du flows, qu'est-ce que tu veux utiliser d'autre que que du sponsoring? Ouais, mais Enfin, l'idée, ça je... serait parce que eux, je pense que quand ils parlent de ça, c'est qu'en gros, ils omettent, on va dire, la partie, de ce que vous disiez, ce que vous aviez là au début, le fait que le jeu soit joué par d'autres personnes comme dans l'e-sport presque, et de se dire que le jeu existe en tant que tel, et c'est, la communauté ou en tout cas, une façon pas une façon, la communauté qui gère le jeu, qui développe et le maintient et on va dire fait ses patchs, fait son travail dessus. Mais par contre que l'e-sport après peut vivre dessus comme il le souhaite, de la façon qu'il le souhaite, et que oui, les sponsors sont dessus, mais du coup le jeu, serait, un jeu le jeu comme ça, enfin je pense pas qu'il y ait de, en gros le but c'est que il y ait pas l'éditeur quoi, globalement, c'est beaucoup ça qui revient, Oui, derrière quoi. bon, c'est ça. Le but, c'est de virer l'éditeur du sujet. Mmh. Euh, bon.
Moi, déjà, ce genre de sujet, j'aimerais bien lire la lettre à la base, le livre blanc, enfin la lettre blanche. C'est Mmh. il l'appelle comme ça, ouais. Parce que c'est compliqué, évidemment, de donner des réflexions en n'ayant pas tous les éléments en compte. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que c'est un peu ce que disait Diane en tout début, c'est que les jeux e-sport sont les jeux auxquels les gens jouent et les éditeurs qui ont voulu créer des jeux dédiés à l'e-sport, bon, à part Valo, globalement, ça n'a pas trop fonctionné. Mmh. Donc, je pense que c'est pas prétentieux, mais disons ambitieux de vouloir dire on va nous-mêmes créer des jeux e-sport. C'est la première chose que ça m'évoque. Et ensuite, sur la propriété intellectuelle, c'est je crois que tu l'as un peu aussi dit, Diane, mais même quand il y en a pas techniquement, je pense que ça bah, le modèle du sport est c'est équivoque. En fait, le truc, c'est que même si la communauté commençait à se fédérer pour structurer elle-même son réseau, il y aurait quand même des gens qui prendraient de la place, prendraient plus de place que d'autres, ça se structurerait autour d'instances X ou Y, et de fait, ça deviendrait politique, et de fait, ça deviendrait marketing, en fait. Enfin, je veux dire, les fédérations l'ont montré, la FIFA l'a montré, l'UEFA et tout, enfin, genre, à partir du moment où il y a besoin de structurer, il y a des enjeux de pouvoir et même si c'est pas de la propriété intellectuelle, il y a quand même ces questions qui se posent, en fait. Donc, que ce soit l'éditeur ou que ce soit la FIFA, je sais pas si ça change grand-chose. Mmh. Ouais. Ouais, moi je Bah, pense que c'est les deux faces du même pièce. Je pense que je vois pas en quoi quelque chose de communautaire ne pourrait pas répliquer les mêmes dérives et les mêmes discriminations que ce qu'on a sur le sport traditionnel où finalement il n'y a pas de propriété intellectuelle sur les sports, mais il y a quand même une association qui s'en occupe, quoi. Enfin, pas une association, une entreprise même. Sachant que du coup, il y a un double sujet en dans la discussion où globalement, je pense, on est tous d'accord de dire que, bah, en fait, le problème, il y a pas de moyen de le régler à l'heure actuelle, si vous voulez faire votre jeu, allez-y, bon courage. Mais si personne n'y joue, il y aura pas d'e-sport dessus quoi, ou en tout cas, il sera Mm. pas viable, très longtemps. C'est globalement l'idée, dans tous les cas, c'est aussi un des sujets, je pense qu'on en reparlera quand il y aura peut-être les annonces des jeux, annoncés pour les jeux olympiques, parce que c'était une discussion notamment qu'il y a eu pendant longtemps en disant que, les jeux, même s'ils sont aux jeux olympiques, il y a toujours le truc propriété intellectuelle et ça posait problème à un moment. Mais en tout cas, il y a ça. Et il y a un deuxième truc qui est un peu auquel il faut réfléchir aussi quand on parle de cette lettre d'intention, de ce groupe-là, c'est que, les personnes ont préféré rester, anonymes, on va dire ça comme ça. On ne sait pas qui c'est, si ce n'est qu'elles disent que, elles sont, manifestement plusieurs et qu'elles ont, 30 ans, d'e-sport, à elles réunies en gros d'expérience quoi. Hem, mais il y a un truc que Michael, notamment montre et c'est pour ça que je mettais dans le papier parce que Michael, note des choses intéressantes en plus et a fait une recherche, autour du papier, heu, indiquant que son premier choix, on va dire, sa première supposition, c'est que ça soit des personnes qui soient proches, du fonds souverain d'Arabie Saoudite ou de ESL Faceit, en gros, dans l'idée. Pourquoi il indique ça? Parce que, dans le papier, plusieurs fois est indiqué, des liens avec ESL Faceit sur, la façon dont ils gèrent. Une interview, et aussi, il reporte une quote, dans le papier, dans le manifeste de base, qui vient d'une interview qui est très, très peu vue, d'une des personnes qui travaille du coup, sur, du CEO actuel de Faceit. Bref, en tout cas, plein de choses comme ça qui font que, ils se posent la question, notamment là-dessus, de dire que, bah, en fait, c'est peut-être des personnes de chez eux qui ont lancé ça, alors, à leur propre initiative, probablement, mais de dire peut-être qu'il y a un intérêt aussi pour eux de dire ça. C'est-à-dire que, tu peux prendre plus facilement la main sur un jeu ou faire ce que tu veux, quand tu as personne qui dirige au-dessus. Heu et voilà, c'est le premier truc qui était ressorti notamment. Et Michael indique quand même qu'il a contacté du coup, le SWC, et Faceit, indiquant que, le SWC a dit que ce n'était pas eux, en tout cas, publiquement et Faceit, n'a pas répondu. Bon, ça c'est autre chose. Hem et dans les autres possibilités, il explique donc que ce soit juste simplement des organisations de tournois autres que SL, même si globalement ça reste sa piste principale, des personnes qui gèrent les tournois en gros. Et dans d'autres possibilités, globalement, c'est, que ce soit des personnes qui bossent, on va dire, autour, globalement, on va dire ça comme ça, des cryptomonnaies, ou du betting parce qu'il y a beaucoup,
il y a beaucoup cette idée-là, notamment dans les crypto-monnaies à l'heure actuelle, de gouvernance, de façon de faire fonctionner des projets par la gestion communautaire, de décentralisation. Et du coup, voilà, il y a plein d'options, mais globalement, ce sont des personnes les personnes qui le suspectent, sont des personnes intéressées par le sujet, non pas parce que l'e-sport les intéresserait manifestement particulièrement, mais plus parce qu'elles auraient la liberté de faire ce qu'elles veulent pour faire grossir ce qu'elles font actuellement. Voilà. Et c'est ce que tu as dit au départ, globalement. Ouais, j'ai pas forcément envie de rebondir. Tu veux rebondir, Lucas? Non, mais en fait, ce que ça m'évoque, c'est qu'effectivement, en fait, on a déjà, on n'a pas trop évoqué, mais on a déjà en fait des TO qui sont pas liés aux éditeurs. Alors c'est pas, du coup, c'est pas directement leur jeu, mais Mmh. ça existe déjà en fait ce modèle de que la communauté au sens large, s'empare elle-même du circuit. Je sais pas si on peut dire que le réseau CS est mieux que le réseau compétitif. Le circuit compétitif CS est mieux que le circuit compétitif LoL. Je suppose qu'il y a il y a des plus et des moins, mais Mmh. l'exemple existe déjà et du coup, je sais pas si les gars enfin les personnes qui ont rédigé ça se sont appuyées sur ce modèle-là en disant regardez ça fonctionne mieux, mais euh, en tout cas ça m'étonnerait pas. Tu parlais de Faceit, ça m'étonnerait pas trop que effectivement il y ait des connexions quoi. Bah, ça aurait été logique parce que c'est des personnes qui ont déjà l'habitude de voir comment ça fonctionne quand c'est, on va dire, grandement ouvert par Valve. Hem Et d'ailleurs, il me semble que, de tête, j'ai plus la quote exacte sous les yeux, même si je regardais, mais il me semble que les personnes se plaignent aussi que Valve, ait, forcé l'ouverture des ligues, l'année prochaine sur CS, voilà. Donc, en l'un dans l'autre, ça commence à faire beaucoup d'indices, on Ouais. va dire. Donc voilà, je sais pas si vous avez quelque chose de plus à rajouter, évidemment, de tes inscriptions et voilà, si vous voulez lire, je trouve ça, Ah enfin, oui, j'imagine. Ça m'intéresse quand même de voir ce qui se le passe. Parce que là, on n'a pas ouais. trop essayé de chercher en quoi ça pouvait être une bonne initiative en vrai dans la conversation. Mais ça se trouve, il y a des choses qui sont vraiment Bah, hyper intéressantes. j'avoue que sur un truc anonyme comme ça, j'ai beaucoup de mal à les essayer de trouver. Enfin, peut-être que c'est des personnes qui sont très bien intentionnées. Euh, Dans l'e-sport, j'ai du mal à y croire. Dans tous Oui, les c'est cas, ça, enfin c'est que le modèle qu'on connaît pour l'instant font que c'est difficilement envisageable. mais dans tous les cas, enfin, je vois ce que tu veux dire, Lucas, mais en fait, le truc, c'est que la discussion, dans tous les cas, c'est ce qu'on a dit avant, c'est de dire que si le jeu n'existe pas en tant que tel à côté de l'e-sport, le jeu fonctionnera pas. Et le problème, c'est que même des initiatives comme ça communautaires, si on prend techniquement, le sport, c'est une initiative communautaire au départ, c'est des gens qui créent quelque chose pour jouer. Et je pense que s'il faut qu'on commence à attendre que autant de temps que le football pour avoir des ligues sur des jeux créés par la communauté, on va attendre quelques années, quoi, je vous cache pas. Ça risque d'être un peu Mais long. bon, je pense premier degré que c'est le premier énorme frein. Donc vouloir créer un jeu e-sport, c'est jusqu'ici quasiment tout le temps un flop. Mais Tu vois, parce que Oui, c'est vrai qu'il y a déjà eu des tentatives de jeux uniquement e-sportifs qui ont pas jamais marché. Genre. j'ai pas ouais, d'idée c'est ça. trop comme ça en tête. J'avais un peu Diabotical qui est sorti à l'époque, qui Bah, était un peu un ouais, roguelike. pour moi, c'était ça. C'était OK. cette idée-là. Ok. Heu, Il y avait le jeu à la Zilan là. Shootmania, c'est ça? Ouais, Shootmania, je crois qu'il avait été design à l'époque pour Non, être. Shootmania, ça a marché en son temps. C'est-à-dire qu'après, Non, le problème de Shootmania, c'est que c'était en fin de. Il est sorti trop tard. C'est-à-dire que c'était la fin un peu de l'ère des fast FPS. Et quand oui, les fast oui, FPS ont commencé à perdre en popularité, Shootmania aussi. Mais Shootmania a marché. Genre, il y avait des tournois et tout. C'était à son échelle, non, c'était pas mais mal, enfin, Shootmania. Après, oui, oui, financièrement, je crois que ça a floppé. Mais puis c'est jamais allé concurrencer. Enfin, ça reste hyper niche, tu vois. Enfin, je sais pas si oui. on. Enfin, Oui, ça n'a pas du tout percé la niche du fast FPS. Et ça n'a jamais concurrencé Unreal Tournament ou Quake. On est d'accord. oui, oui, c'est ça. en tout cas, voilà, comme j'ai dit, toutes ces inscriptions, si ça vous intéresse, et on va passer sur, le dernier sujet du coup, de Lucas, s'il veut bien. Non, Oh, je vais c'est le reprendre mien. mon sujet, hein, on en a déjà parlé là. Non, c'est le Ah mien. pardon, Modiane. Super, Coco, il veut me couper mon sujet. Non, eh oh. Aïe, 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 écoute, Non. non, my bad. Ah bah, super. Non, mais du coup, My mon sujet, c'était pour rebondir. Alors, je crois que c'est hier que le tweet a été fait, ou peut-être avant-hier, je sais plus. hier, Ou hier. hier, ouais, où du coup, KRL, donc streamer français principal sur CS,
a tweeté que selon ses sources, Neo, donc CEO de Vita, cherchait à remplacer Apex, Oui. le capitaine de l'équipe CS Vitality actuelle. Il l'a fait en plein tournoi actuel, c'est-à-dire qu'en gros, actuellement, les équipes sur CS sont en train de jouer. Là pour le moment, c'est les qualificatifs pour le Major. En fait, le Major se jouera dans la foulée. Alors Vita est déjà qualifié. Et était Oui, déjà voilà, qualifié donc dans Vita est Paris. déjà qualifié. Donc là, globalement, Vita joue aucun match en ce moment, mais dans une semaine, ils en joueront. Enfin, je sais pas si c'est une semaine, mais c'est dans pas très longtemps, ils en joueront, quoi, des matchs. Donc, on peut considérer que c'est un leak en plein tournoi. Donc, ouais, 10 jours, dans 10 jours, le début du Major. Donc, il y a à la fois cet aspect-là, que c'est un leak en plein tournoi, dans une équipe qui est actuellement en train de jouer quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une période de mercato ou de pause, mais en général. Et également, l'autre question que je veux poser vis-à-vis de ça, c'est sur la question de l'accord des équipes avec les leaks. Parce qu'aujourd'hui, sur LoL notamment, on a plutôt des leaks qui se font généralement en accord avec les équipes. Pas toujours, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Sur CS, il y a aussi un peu ce truc-là où la plupart des leaks que HLTV poste sont des leaks que les équipes leur fournissent. Mais on a quelques leakers irréductibles un peu, comme KRL, qui, eux, ignorent un peu ça. C'est pas la première fois qu'il fait ça, pour le coup, parce que déjà, le leak de Nico chez Falcons, c'était un leak qu'il avait fait contre la volonté de l'équipe, contre la volonté de Falcons. Et donc, moi, la question que je posais, c'était... alors, on a déjà peut-être un peu évoqué le sujet, et je pense que le sujet des leaks, mais en général, est un sujet qui revient assez souvent. Mais c'est vrai que, est-ce que le fait d'avoir des leaks qui aujourd'hui sont spécifiquement accordés par les équipes, ça vient pas finalement rendre des leaks inutiles, enfin pas inutiles, mais beaucoup moins intéressants? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est pas du coup dangereux d'avoir des leaks qui vont un peu dans la nature parce que les équipes n'ont pas donné leur accord et que du coup, d'un point de vue contractuel, ça peut poser des problèmes? Quand tu demandes intéressant, tu veux dire pour qui? Bah pour les gens, en fait. Pour les gens, et c'est-à-dire que pour les gens, finalement, aujourd'hui, avoir des leaks en avant, ça permet d'avoir les rosters plus tôt que d'habitude. Mais au final, c'est juste une manière pour les structures d'annoncer leurs joueurs de manière différée et différente. Au final, ça revient au même un peu. Euh, hmm. Peut-être que je pose mal la question, hein, Non, non, mais c'est possible. déjà, pour corroborer ce que tu disais tout à l'heure, chez SIP, la politique est clairement de quasiment, enfin, toujours avoir l'accord de l'équipe. Alors, c'est un accord, en tout cas, les prévenir. Des fois, les équipes sont pas forcément toujours hyper contentes qu'on leak, mais elles sont toujours au moins prévenues. C'est jamais fait dans le dos de l'équipe, je crois, que les cas où c'est arrivé sont antérieurs à l'existence de SHIP, de la part des leakers qui sont chez SHIP. Donc voilà, ça c'est juste pour confirmer ce que tu disais. Après, par rapport au public, de toute façon, je pense que l'intérêt c'est plus du côté des structures et du côté des médias, que c'est intéressant d'avoir des leaks parce que j'ai l'impression que pour le public, c'est un peu whatever, de toute façon, que ce soit un leak ou que ce soit une offi. En fait, c'est juste. L'intérêt des leaks pour le public, c'est juste pour calmer leur appétit et, euh, et qu'ils n'aient pas à patienter jusqu'au 18 novembre, jour d'ouverture du mercato pour LoL, pour avoir les premières officialisations. Mm. Donc ouais, par rapport à l'intérêt du leak pour le public, effectivement, on peut le rendre. Enfin, je suis très sûr qu'il y ait un giga intérêt parce qu'en fait, c'est juste un mois ou deux de décalage par rapport à l'info. Je pense que ceux qui ont intérêt que ça leak, c'est les agents, globalement, pour faire monter la valeur des joueurs, les équipes qui peuvent avoir un intérêt à leak, et les médias comme nous, qui, en tout cas comme Chip, qui faisons pas mal de leur audience là-dessus. Et pour KRL, c'est un peu une question d'audience, mais aussi une question de crédibilité dans l'écosystème. C'est aussi ça d'ailleurs pour les médias, hein, la question de la crédibilité, être une source d'infos sûre. Après, on verra si l'info de KRL est bonne. Mais ouais, je pense que l'intérêt pour le public, effectivement, comme tu posais la question, est de toute façon pas si évidente que ça. Mais je serais curieux d'avoir l'avis de toi, par exemple. Il y a eu des réactions de Eneo et j'ai oublié Ouais. son nom. C'est la générale manager Directrice de sur Sport, non?
Ouais, c'est ça. directrice of e-sport. Anne, j'ai plus son nom de famille, je crois que c'est Anne son prénom. Mais qui a Ils réagi sont aussi en tant obligés de dire que ça. Enfin, pour le coup, Apex ils n'était peuvent pas dans pas le du compte. tout dire autre chose. Et, Oui, en vrai, c'est compliqué de même de rien dire en fait. mais Parce que là, c'est. c'est pas. Bah oui, Ils auraient parce que pas réagi. c'est en plein tournoi. Ouais. Oui, oui, en plus. Mais enfin, oui. En fait, c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire. Et même si c'est vrai dans 3 mois, ils sont obligés de deny aujourd'hui parce que sinon, c'est la merde, quoi, pour le dire comme ça, sur le Major. Qu'est-ce que vous vouliez dire du coup? J'ai perdu le fil un instant, je suis désolé. Non, on parlait de la réaction qu'il y avait eu de Neo notamment, en disant que bah il était un peu obligé de le faire parce que de Mhm. fait, quand bien même il avait dit précédemment qu'il réagissait pas aux rumeurs, là on est en plein tournoi et il est un peu obligé d'affirmer une position pour Vitality qui dit bah non, l'équipe elle continue, ne serait-ce que pour rassurer les joueurs peut-être, Mhm. ou pour au moins peut-être vis-à-vis des sponsors aussi assurer Oui, sinon. Ouais, dans tous les cas, une certaine stature. ce que je me dis en fait, c'est que en fait, qu'il y ait cette information sur Apex ou pas, en soi, il a déjà sorti lui. Je sais pas si c'est sorti aussi sur Chip parce que je sais qu'il bosse beaucoup avec. Je pense que ça va être Alejandro, j'imagine, avec qui il discute beaucoup. Il en a parlé en stream. Hein, je balance rien. Il en a parlé en stream de cette histoire. En disant globalement, enfin en disant, il a rien dit lui, mais juste le fait qu'il ait déjà parlé du fait que c'est Spinks qui part, du coup, je crois que c'est ça. Ouais. Euh, j'ai envie de dire un de plus ou de moins. Globalement, je pense que l'ambiance était déjà pas là ou plus là, ou qu'en tout cas la discussion sur sur le fait qu'il y a des changements après le Major était déjà lancée. Donc je pense pas que ça ait changé grand chose pour Vitality, honnêtement, même que je pense que voilà, si c'est vrai, Apex est déjà au courant, je pense, du coup, vu que c'est déjà acté pour un autre joueur de chez Vita. Et si ça l'est pas, je pense que Apex aussi au courant qu'il bouge pas, du coup. Voilà. Je le vois comme ça en tout cas. Bah, après, pour le coup, pour moi, c'est pas de la même nature parce que Spink, c'est avant le Major, on dit bon bah pour 2025 tu bouges. Donc globalement, ça veut dire après le Major tu bouges. Et ça, mine de rien, les joueurs qui se font bench avant un tournoi, c'est arrivé fréquemment sur CS pour le coup. C'est très fréquent que tu dises Et à un sur joueur qui LoL se fait aussi, finalement. bench. Et sur LoL aussi, ouais, c'est assez fréquent. Donc je pense que c'est pas, je pense que c'est pas la même nature parce que là, pour le coup, on a un leak sur Apex pendant un tournoi où, en plus sur Ray, selon KRL toujours, le fait que c'est Neo qui piloterait le changement en interne et que du coup c'est pas quelque chose qui résulterait d'Ixtase. Bon, en même temps, ça aurait été un peu étonnant que ça résulte d'Ixtase, mais de fait, on a un changement qui vient uniquement du haut staff de Vita, comme il y avait eu avec Dupré et Magisk, où le staff de Vita voulait donner sa chance à un duo français qui venait de chez Double Poney. Alors je sais plus si c'était Joko Body ou autre, mais c'était 2 joueurs français de Double Poney. Et Neo avait dit non, 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 j'ai l'opportunité d'avoir Dupré et Magisk, je prends Dupré et Magisk. Et donc là, on a un cas de figure qui est un peu le même. Alors que Spink, ça semble être quelque chose qui est plus de. Bon, il y a à la fois des. Contractuellement, ça passe pas, et peut-être aussi un accord un peu commun de bon, bah venez, on arrête de continuer, quoi. Oui, Pour moi, manifestement, il c'est est pas pas la longtemps. même chose, parce que là, on est quand même en plein tournoi, c'est hyper déstabilisant. Non, C'est-à-dire que. c'est très bizarre. Enfin, en vrai, pour du coup bosser dans le milieu avec Chip, nous, tu vois, on avait par exemple l'info que bon, Yike risquait de perdre sa place avant les Worlds. Je pense que je peux le dire maintenant que c'est officiel. Chez G2. C'est le cas souvent pour les Golf Legends, pour les équipes qui jouent les Worlds. J'ai déjà Oui, entendu oui. des Mais tu discussions vois, où nous, je pense même les que joueurs eux-mêmes le disent, quoi, tu vois. Ils s'en foutent. on pouvait clairement leak le fait que la place de Yike était menacée avant que G2 entre dans la compétition. Mais tu vois, par question de respect, déontologique et tout, on l'a pas fait. Euh, Enfin, voilà, et c'est pareil, en fait, à l'époque, on en parlait avant l'émission pour préparer un peu le truc, mais Toucouille qui est remplacé par Sixten chez Géo, c'était en 2022, 3 3, oui, 3, 2023 2023. 2023 Coupe de France 2023. Alejandro, à l'époque, était chez Blix, il l'avait leak, et il a expliqué en commentaire que c'était une erreur de sa part, il n'avait pas fait attention, machin. Et c'était pas intentionnel. J'ai du mal à croire que KRL sache pas que Ah non, non, Vitality. KRL, il sait Ouais, parfaitement. non. Ouais, Donc, KRL, il le fait parce que je pense qu'il y a une truc de. Il veut son exclu, il veut son info, et. oui.
Il dit Et qu'il a c'est son info et lui derrière il dit bon bah Vita vous voulez la mettre à l'envers à Apex voilà prenez-vous oui, le revers de la médaille. Je pense qu'il y a un peu ça aussi, c'est-à-dire que ok d'un point de vue déontologique, alors pour le cas d'IA on peut en parler, d'un point de vue déontologique en plein tournoi dire au grand public qu'une équipe veut ditch un joueur, bon bah, on est bien d'accord, c'est pas la meilleure idée. Mais enfin les équipes qui la mettent à l'envers en joueur des fois elles peuvent un peu prendre le revers de leur médaille aussi. C'est-à-dire que là si Neo il est en train de remplacer en Soum Apex sans parler aux joueurs et sans parler au staff, bah, c'est quand même un peu un coup de pute, quoi. Et derrière, je trouve ça pas plus mal que ça puisse être sorti assez tôt, quand derrière, pour mettre un peu la pression à Neo sur ses choix. Alors, encore une fois, sous couvert que KRL dit vrai. Parce que du oui, moment mais KRL moi, dit tu vois, faux, j'ai un peu mais moi je pense en que fait, s'il dit ça, c'est qu'il est très confiant en ses infos, parce qu'il sait très bien le risque qu'il prend. oui, oui, clairement. Mais ouais, je sais pas, sur les questions de, entre guillemets, règlement de compte un peu perso sur la scène, à coup de leaks comme ça, je sais pas, je suis pas un giga fan, surtout que pour moi, Vitality, ça implique pas que, enfin, ça implique évidemment pas que Neo et Apex dans l'histoire. Il y a Mm. tous les fans et tout. Enfin, Hmm. je sais pas, c'est pour ça que j'ai un peu du mal, moi, quand les histoires personnelles servent à régler des comptes. Je sais pas si les relations. Je connais pas les relations entre KRL et Neo, mais, euh, mais même si c'est ça, enfin, je sais pas, même si Neo l'a fait à l'envers à Apex, on sait pas du tout ce qui se dit, on sait pas du tout ce qui se passe en interne, on sait pas à quel point c'est vrai, on sait pas qui sont les sources de KRL. Évidemment, on le saura pas, heureusement. Mais tu vois, c'est ça aussi, c'est que ça se trouve, il y a eu des litiges. Tu vois, ça se trouve, dans un moment, on va apprendre qu'il y a eu des litiges entre Apex et Neo, que Apex a fait des choses pas cool à Neo, j'en sais rien, hein, évidemment, mais Ouais, c'est possible. c'est pour ça que juger un règlement de compte qui a l'air personnel, enfin, je sais rien, mais juger ça, enfin, faire ça maintenant, pour moi, je trouve ça bizarre. Mais Euh, peut-être que KRL expliquera pourquoi il a fait ça maintenant, plus tard. mais sans avoir vu un truc intéressant, mais il faut que je retrouve le texte. C'était peut-être dans la source d'hier, du coup, parce que j'ai juste vu un tweet. Disant que. Je sais plus, je vais pas lire le truc parce que j'ai pas envie de me tromper, de donner une phrase à quelqu'un qui n'a pas fait, mais en tout cas, voilà, je pense que. Honnêtement, je sais pas, je reste à peu près sur le truc que je dis tout à l'heure en disant que je pense que ça aurait été. Si ça avait été le cas chez Tahiti, je pense que ça aurait été fait avant le Major, été dit au jour, en tout cas, si c'est vrai, comme ce qui est le cas pour Spinks, c'est que je vois pas. Je sais pas, je le vois comme ça en tout cas. Ouais, moi, Ouais, j'ai pas particulièrement de rebond à apporter. Je sais pas si tu veux dire quelque chose de plus, Lucas. Non, non, en fait, ça me fait rire parce que ça rentrait un peu en résonance avec l'histoire tu sais, des révélations de la rue 21 sur la KC juste avant le KCX. Enfin, il y a des timings marrants en ce moment Hmm. dans la scène d'histoire. Même si pour le coup, la rue 21 n'avait rien à voir, hein. Ils sont expliqués. Ils sont allés parler chez Backseat il y a quelques jours. Je sais pas si vous voulez aller voir. Hmm. C'est hyper intéressant, mais ça n'avait évidemment rien à voir du personnel. En tout cas, mais juste les timings en ce moment sont rigolos sur la scène histoire. Ah bah, en tout cas, je pense que le timing, il va y avoir des bonnes discussions, j'imagine, sur le timing, dans un dans un procès bientôt du coup, vu que Ouais, Oui, bah oui, allez. je sais pas si vous voulez en parler 2 secondes rapidement en tout cas, parce que vu que c'est sorti, vu qu'on a lancé les sujets, il y a eu du coup, il y a 3 semaines, c'est ça, à peu près, l'article de la revue 21 du coup sur, la Carmine Corp et du coup, la guerre interne, globalement entre, Prime et le Rust, on peut dire ça comme ça un peu dans l'idée. Même si, ils vendent ça un peu comme, entre Prime et Kameto. Et du coup, c'est, Paris Match, je sais que ça a surpris beaucoup de monde d'ailleurs, hier, qui a sorti l'information comme quoi du coup, très exactement, que Prime porte plainte pour diffamation contre la revue 21 du coup. Ah, ça me fait rire parce que, alors, je crois que c'est Calo, mais je suis pas sûr que ce soit lui, sur Stopwatch, qui avait évoqué le sujet, justement avec Roulou il y a 2 jours, parce qu'il a parlé des enquêtes, comme il avait parlé avec toi dans le podcast Mmh. chez Chip, et qui a souligné le fait qu'il y avait un seul journaliste français. Alors, faudrait voir ce qu'il a dit directement et le vérifier, mais qu'il y avait genre un seul journaliste français qui avait été condamné pour diffamation dans l'histoire, et c'était parce que, enfin, qui avait perdu un procès pour diffamation, et que c'était parce que il avait eu des méthodes peu scrupuleuses.
pour dénoncer un scandale. Bon bref, faudra les vérifier. J'ai pas Oui, non, envie mais de moi le paraphraser, mais en gros, ça n'arrive la jamais qu'un démarche. journaliste Non, et c'est ça n'arrive pas. Prime, il fait ça ouais, pour enfin, intimider. oui, c'est ça. Et du coup, Bon, il y a aucune chance que des journalistes anciennement pas de Mediapart, je crois, qui travaillent oui. dans une revue aussi sérieuse que la revue 21, perdent ce procès en diffamation. Je ne vois pas dans quel monde ça peut arriver. Mais il va jamais aller au bout ce procès. C'est-à-dire que je pense que Prime, il le fait par réflexe. Et peut-être parce qu'il en a besoin pour se couvrir. Le réflexe de semaine Euh, après, je trouve ça fou quand même, tu vois. Et moi, mais parce que dans l'e-sport, pour le coup, ça a plus tendance à marcher, les procès pour diffamation. Les gens ont un peu plus peur. Mais dans le Oui, oui. journalisme, les médias, le 21, ils en ont vu d'autres, hein. Je pense ils ont probablement déjà dû se taper. Ils ont déjà parlé des algues vertes en Bretagne. Alors je pense que les procès pour diffamation d'un petit gars d'un petit gars qui fait semblant de pleurer dans son studio, globalement, ils ont autre chose. Voilà, ils ont déjà eu du fumier devant leur bureau probablement. Donc en soi, les menaces de Prime, parce qu'ils en ont globalement rien à foutre. Sachant que du coup, Ils étaient sans doute hyper préparés à ça et ils vont Oui, probablement voilà, très c'est un média, ils savent. parce que les points notés du coup enfin ce que dit par image du coup, c'est un article diabolisant et les droits de réponse jamais publiés. Sachant que Ah ça, l'article diabolisant, ils en ont pas parlé, mais sur le droit de réponse, les deux journalistes en ont parlé du coup dans, mmh, j'ai pas le nom de l'émission avec Jean Massier, Dans Maxit. dans Maxit, en expliquant que ils ont bien eu des réponses des intéressés de tous les côtés, que ce soit KC, Prime, Kameto, sauf que les droits de réponse ne répondaient jamais aux questions ou à ce qui était dit dans l'article et juste rajoutaient des informations en plus. Et ils ont, je sais pas, alors je sais pas si dire comme ça qu'ils ont jugé que c'était pas, j'allais pas dire intéressant, mais que c'était pas, ça avait rien à faire dans l'article. Mais en tout cas, ils ont expliqué ça comme ça que les personnes qui répondaient à côté, quoi. En tout cas. Ah, ça oui, alors faut rentre savoir pas que dans le cadre légal du droit de réponse, quoi. oui, ça, le droit de réponse est enfin, la forme et le fond d'un droit de réponse est hyper encadré par, le droit de la presse. Donc il y a tout à parier que si les gars de la KC se sont pas bien renseignés sur comment écrire un droit de réponse, les journalistes de la rue 21, étaient tout à fait dans leur droit de ne pas le publier. Parce que oui, c'est hyper normé, faut le savoir. Surtout surtout que même la législation, c'est pas que tu dois la poster en même temps, c'est que tu dois la demander après. Oui. Et ensuite ensuite tu peux la poster, sachant que le 21 est Oui, pas oui. est pas un quotidien. Je sais pas, il doit avoir 3 mois, je pense, quelque chose comme ça, 3 mois pour la demander. Et ensuite, s'il y a une réponse, tu la publies dans ton prochain numéro. C'est ce que fait les Et canards, généralement. Il y a ils peuvent toujours le une faire sur section de internet, droit de j'imagine. réponse. Qu'est-ce qu'il y Oui, a? d'ailleurs, ça peut être 2 choses, ça peut être le droit de réponse et le contradictoire qui sont 2 choses qui sont différentes, hein. Oui, Le contradictoire, respect c'est du juridique pour le coup, ouais. le respect du C'est contradictoire en procédure juridique. C'est en procédure juridique. et c'est aussi déontologique. Enfin, quand tu écris un article, une enquête, tu donnes toujours la parole à la personne qui, et d'ailleurs, je pense que c'est plus de ça dont il parlait, Corentin, si tu peux confirmer. Parce qu'en fait, Euh, si que la rue 21, s'ils ont contacté la KC et qu'ils ont répondu ça sur Backseat, je pense qu'on parle plus de respect du contradictoire que de droit de réponse. Parce qu'effectivement, le droit de réponse, en général, c'est même tout le temps sur un article qui est déjà publié. En contradictoire, c'est juste, c'est ce qu'on avait fait pour la VCL France à l'époque. C'est s'assurer que toutes les parties prenantes aient mises en cause et puis avoir la parole dans le papier. mais il me semble Euh, que c'est ce qui a été dit, mais je l'ai plus, j'ai pas le truc sur les yeux. ouais, c'est 2 choses qui sont différentes en tout cas. J'allais rajouter Juste, des informations, mais Paris-Match a passé son article en payant, mais j'ai écrit une partie intéressante, donc c'est pas grave. Bon, rien à foutre. Prime se défend donc juridiquement avec une plainte pour diffamation opposant sur plusieurs éléments. Au premier plan, le passage de l'article selon lequel il aurait utilisé le revenu de l'entreprise pour les achats de cigarettes et ses frais de taxi, c'est les choses qui sont vraiment le plus revenues sur, notamment, enfin, je vais dire pour le vanner même pas, mais pour l'attaquer globalement sur Twitter. Hmm. Une source proche de l'article affirme, de l'artiste plutôt, affirme que toutes les assemblées générales 2022-2023 chez Carmine Corp ont validé les comptes sans erreur de gestion. Et du coup, j'imagine qu'il veut dire que, en fait, pourquoi on m'attaque là-dessus alors que, finalement, les autres étaient d'accord finalement. Donc pourquoi on m'attaque? J'ai l'impression que c'est ça ouais, l'idée. ouais, ouais. Bah, Heu, bon, de toute façon, bon courage, enfin, juste bon courage à lui, quoi. Je vois pas dans quel monde. Moi je pense qu'il fait ça pour se couvrir, parce que s'il porte pas de plainte pour diffamation, c'est qu'il avoue à demi-mot que les accusations sont vraies. mais il Il a est un peu avoué une partie obligé des de le choses faire. en son live, il a avoué une partie des choses, des problèmes de gestion, des problèmes de communication avec les autres en plus. Donc des Oui, choses bon. il a dit: «Oui, j'ai fait ça». Mais du coup voilà, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire.
Et puis on se voit la prochaine fois, du coup. Merci beaucoup Diane, merci beaucoup Lucas. Salut, merci beaucoup Coco. Ciao, bonne journée. À la prochaine.